Oh, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soft News. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Reenact Bundeswehr. Et pour les trois du fond qui ont compris ni le mot Reenact ni le mot Bundeswehr, je vous explique ça juste après le générique. Alors tout d'abord, le Reenact, c'est le fait de répliquer l'uniforme et l'armement d'une armée précise pendant une période précise. C'est tout simplement la reconstitution historique entre guillemets, parce qu'on peut très bien faire du Reenact VV2 comme Neozo 35, comme du Reenact moderne, comme moi. Et la Bundeswehr, c'est tout simplement l'armée de la République fédérale d'Allemagne. Pour ceux qui ont du mal, c'est les non-communistes. Oui, par rapport aux critères, on va dire, occidentaux, l'Allemagne qui portait le nom le plus républicain était la plus dictatoriale. Ah mais c'est très fun hein. Mais trêve de blabla, on va tout de suite s'attaquer à un historique de la Bundeswehr pour savoir pourquoi elle a été créée très peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Pour commencer, la Bundeswehr n'a failli jamais exister. En effet, il est très mal vu autant du point de vue des Alliés que par l'Allemagne elle-même, que l'Allemagne soit si vite dotée d'une nouvelle armée après la Seconde Guerre mondiale. En effet, tout le monde avait encore en mémoire les actes commis par l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour info, c'était il y a à peine 9 ans avant la décision de créer cette armée. Nous sommes en 1954. D'ailleurs, la création de l'armée allemande de la Bundeswehr a créé de grandes tensions entre les deux principaux partis politiques allemands, la CDU et la SPD. Mais il fallait bien que l'Allemagne puisse faire face à une attaque soviétique. En effet, c'était le premier État à devoir affronter toutes les armées du pacte de Varsovie. Et l'OTAN ne pouvait pas se permettre d'assurer une concentration suffisante de force sur le territoire allemand. L'Allemagne fut donc autorisée à recréer une armée. Et les choses vont se maintenir ainsi jusqu'en 1990. En effet, suite à la chute du mur de Berlin et à l'effondrement du bloc de l'Est, la Bundeswehr n'avait plus la même utilité. En effet, il n'y avait plus besoin d'états tampons entre les États soviétiques et les États capitalistes. D'ailleurs, la Bundeswehr intégra une faible partie des effectifs de la NVA, la National Volksarmee, l'armée donc de la République démocratique d'Allemagne, parce qu'en effet, elle était déjà largement assez grande pour elle, pour défendre le territoire souverain, car il faut savoir que dans la constitution de la Bundeswehr, la première règle est que l'armée allemande ne peut intervenir seulement que pour la défense du territoire souverain de l'Allemagne. Ça a été autant une décision du côté allemand de par les partis politiques que par les alliés. En effet, ils ne voulaient pas trop vite redonner une trop grande puissance militaire à l'Allemagne. Les dernières grandes réformes au sein de la Bundeswehr sont tout d'abord l'abandon du service militaire en 2011, qui était en place depuis 1956, il faut le savoir, et de plus, elle fut autorisée, sous conditions spéciales et sur autorisation, à intervenir sur le territoire en cas de menaces terroristes, afin de se conformer aux menaces plus contemporaines. Depuis, mis à part quelques baisses de budget qui sont généralisées dans pratiquement toutes les armées européennes, rien d'autre à signaler. D'ailleurs, maintenant, attaquons le gros sujet de la vidéo, en commençant par l'uniformologie de la Bundeswehr. Je voudrais juste éclaircir un petit point avant de commencer la partie sur l'uniforme. En effet, cette vidéo ne vous servira que de base pour montrer votre uniforme Bundeswehr et se veut très généraliste. Je n'aborderai ici que le cas de l'infanterie classique et je ne parlerai pas par exemple de Fallschirmjäger, de Feldjäger ou de KSA qui sont des unités assez spécifiques dans la dotation d'équipement au sein de la Bundeswehr. De plus, je vous laisserai en description quelques liens utiles afin de facilement vous renseigner sur des uniformes de la Bundeswehr. En effet, par chance, un excellent site existe recensant beaucoup de photos de l'armée allemande. Tout d'abord, il faut savoir que le Flecktar n'a pas toujours été maître dans les grandes forêts de pins noirs allemandes. En effet, celui-ci est entré officiellement en phase de test en 1993 lors de l'intervention de l'armée allemande en Somalie pour l'opération Restoring Hope. Mais je vous laisse aisément deviner que durant les 30 années précédentes, l'armée allemande ne s'est pas adonnée au nudisme lors de ces opérations. On peut d'ailleurs identifier plusieurs grandes phases dans l'évolution de l'équipement allemand que je vais vous présenter tout de suite. De sa création jusqu'aux années 60, la Bundeswehr fut équipée de façon très hétéroclite. En effet, il fallait vite équiper les soldats de cette toute jeune armée. D'ailleurs, c'est à cette période qu'on a pu voir entrer en service le tout premier camouflage adopté par la Bundeswehr, le BGS. Visiblement très inspiré du camo Splinter utilisé par la Wehrmacht lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce camo fut utilisé pratiquement exclusivement par les gardes frontières, mais on a pu en voir quelques utilisations dans d'autres unités. Il est d'ailleurs très difficile de trouver que ce soit des photographies ou alors des pièces d'équipement de cette époque.
À partir du milieu des années 60, la Bundeswehr lance une modernisation de son équipement et adopte l'uniforme Moleskine. Du nom du tissu utilisé pour sa confection, l'uniforme Moleskine est de couleur olive et comporte sur chaque manche un drapeau allemand, chose qui deviendra une norme sur tous les uniformes allemands. D'ailleurs, un nouveau brelage fut aussi designé pour l'occasion. Il est très inspiré de celui utilisé par les forces allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale, mais celui-ci se trouve entièrement réalisé à base de toile forte. L'équipement de ce dernier est aussi fortement inspiré de celui de la Wehrmacht, mais cela évoluera au cours des années 70. D'ailleurs, on peut relever en 1963 l'apparition du camo Schnettarn dans les écoles de Gebirgsjäger. Ce camo fut d'une telle efficacité qu'il fut rapidement adopté par la Bundeswehr et inspira les camos en milieu hivernal russe et italien. Et pour ce qui est des bottes et du casque, la Bundeswehr adopta des bottes ressemblant fortement à celles utilisées lors de la Seconde Guerre mondiale, et le casque est tout simplement un casque M1 américain. Durant les années 70, il est décidé de simplifier le brelage en le rendant plus léger, moins coûteux à produire et plus moderne. Cette modernisation s'accompagne par un allègement de la charge du brelage. D'ailleurs, l'uniforme Moleskine lui restera en place, ayant fait ses preuves dans les vertes forêts allemandes. Le casque M1 lui aussi restera en dotation et les bottes furent troquées pour de brodequins plus confortables et plus simples aussi à produire. Il faudra d'ailleurs attendre 1993 pour relever une nouvelle évolution significative de l'uniforme allemand, ce qui fait que cette configuration couvrira 20 ans de l'histoire de l'armée allemande. Une très grande refonte de l'uniforme de la Bundeswehr eut lieu en 1993, lors de l'intervention de cette dernière durant l'opération Restoring Hope en Somalie. En effet, un contingent de Fallschirmjäger, troupes parachutistes et de Feldjäger, la police militaire, fut envoyée sur place. Et les soldats furent pour l'occasion équipés du tout nouveau brelage allemand, le KTS, livré en couleur olive. Celui-ci reprenait le système du brelage Alice américain, avec des fixations des équipements directement au ceinturon via des perforations faites au préalable. Le casque à main fut lui aussi remplacé par le Gefechtshelm, casque de combat. Un casque en clévar bien plus résistant que les simples casques en acier M1. Pour ce qui est des chaussures, l'armée allemande adopta pour l'occasion la Sommerstiefel. Ce sont tout simplement des Jungle Boots US teintés entièrement en noir. Quant à l'uniforme, l'armée allemande troqua son iconique Moleskine, bien mal adapté aux conditions somaliennes, pour l'uniforme F2 en couleur olive. En effet, l'uniforme français avait la particularité d'être beaucoup plus respirant et donc de beaucoup mieux supporter le climat très chaud de la Somalie. Pour ce qui est des pare-éclats, à son entrée dans le conflit, la Bundeswehr n'en possédait pas et acheta donc d'urgence à l'armée anglaise leur pare-éclat Bristol. Mais très vite, l'armée allemande désigna elle-même son nouveau pare-éclat et décida d'y apposer son nouveau camouflage, le Flecktarn, un camouflage de 5 tons pour milieu forestier. Cette intervention de la Bundeswehr en Somalie lui décida d'ailleurs de créer une version désertique du Flecktarn en version 3 tons et développa donc le Fleck Desert. En 1995, le brelage KTS connut une évolution mineure. En effet, les poches olives furent remplacées par des poches adoptant le nouveau camouflage allemand, le Flecktarn. D'ailleurs, à cette occasion, le Moleskine fut aussi remplacé par un nouvel uniforme adoptant le nouveau camouflage allemand. D'ailleurs, ce dernier a été designé par le grand couturier Karl Lagerfeld. Le casque quant à lui reçut aussi un couvre-casque, Flecktarn réversible blanc pour le camouflage hivernal et le pare-éclat restant en dotation. Le Flecktarn enfin connut une évolution de ses coloris en 1997. En effet, celui-ci avait tendance à mal vieillir lors d'une exposition aux UV, donc au soleil, et à donner des couleurs vraiment beaucoup trop flashy à l'uniforme. Mais très vite, la Bundeswehr se rendit compte qu'un simple pare-éclat n'était pas suffisant. En effet, celui-ci pouvait arrêter les éclats d'obus et les balles de petit calibre, mais était totalement inefficace contre des projectiles d'AK par exemple. Il fut donc décidé d'adopter une nouvelle veste, le Melher ST, celui-ci utilisant des plaques balistiques au standard OTAN. Ce gilet est composé à l'avant de 3 porte-chargeurs pour G36. Il possède sur le côté 2 panneaux afin d'utiliser des équipements aux normes KTS pour par exemple fixer une poche radio ou alors une poche pour la lampe. Et à l'arrière, un petit sac de transport. Cette dotation se vit complétée en 2005 par l'adoption de nouvelles chaussures de combat designées par X qui avaient l'avantage d'être vraiment extrêmement confortables tout en étant très robustes. La dernière grande évolution de l'uniforme allemand a été introduite avec le programme IDZ, Infanterie du futur, l'équivalent du programme Félin français. Pour l'occasion, l'armée allemande adopta une toute nouvelle veste de combat au standard molle, permettant donc une grande modularité en fonction du fantassin, et l'uniforme aussi fut revu, pour avoir une coupe plus ample et donc plus confortable. Pour ce qui est des brodequins, ils ne changèrent pas, en effet étant adoptés depuis seulement 2005, ils remplissaient encore parfaitement leur rôle. Enfin, pour ce qui est du casque, l'armée allemande commence de plus en plus à généraliser un casque dont la coupe se rapproche du Mitch 2000.
Ce dernier étant à la fois beaucoup plus léger et offrant la même protection que le casque précédent. Enfin, depuis 2013, l'armée allemande adopte une version plus allégée et mieux conçue de la veste IDZ. Enfin, les dernières évolutions qui touchent l'uniforme allemand sont surtout au niveau du camouflage. En effet, en 2011, l'armée allemande adopta un nouveau camo en milieu désertique, se basant cette fois-ci exclusivement sur des teintes partant du brun au jaune, celui-ci étant plus efficace dans des milieux fortement désertiques. En 2012, l'armée allemande, principalement les KSK, adopta aussi le multicam, pour le plus grand déplaisir de votre présentateur préféré, mais heureusement, ce camo ne fait pas fureur outre-Rhin. Oubliez tout de suite tout jeu de mots sur ce que je viens de dire. Enfin, deux nouveaux camos ont été adoptés. Un nouveau camouflage en milieu hivernal étant basé sur le même principe que le Flecktarn, c'est-à-dire à base de taches noires sur fond blanc, et un camouflage entre guillemets universel de fabrication allemande. Celui-ci d'ailleurs est encore en phase de test et nous ne connaissons pas les conclusions de l'état-major allemand suite à sa future adoption. Et voici ce qui conclut cette partie sur l'uniformologie de la Bundeswehr. Je vous propose maintenant de découvrir l'armement qui l'accompagne depuis ses débuts. On peut dire, et même affirmer, que les Allemands ont toujours eu une certaine affinité dans le domaine de l'armement. En effet, ils furent l'instigateur de nombreuses évolutions majeures de l'armement. Mais cela ne fut pas aussi vrai lors de la création de la Bundeswehr. En effet, l'industrie de l'armement allemande sortait de la Seconde Guerre mondiale et était totalement en ruine. C'est d'ailleurs en partie grâce à la création de la Bundeswehr que l'industrie de l'armement allemande connut un second souffle. On peut d'ailleurs, comme dans l'uniforme, déterminer plusieurs grandes phases qui menèrent à l'armement actuel de la Bundeswehr, que je vous propose de vous présenter tout de suite. Lors de sa création, les râteliers de la Bundeswehr étaient désespérément vides. Il fut donc décidé d'acheter en urgence des FN-FAL à la Belgique, redénommé G1 pour Gewehr 1. Ce fut le premier fusil d'assaut à entrer en dotation dans la toute jeune Bundeswehr. Pour ce qui est du pistolet, il fut décidé de réutiliser le P38 en le renommant P1, Pistol 1, afin d'équiper les officiers, sous-officiers, hommes d'équipage et servants de mitrailleuse. Pour ce qui est du pistolet mitrailleur, la Bundeswehr adopta une version du Uzi avec une crosse-bois dénominée MP2, Maschinen Pistol 2. Il connut d'ailleurs une évolution, le dotant de la crosse typique pliable du Uzi dénommée MP2A1. Pour ce qui est de la mitrailleuse, les Allemands utilisèrent une version de la MG42 chambrée en 7,62 autant, dénommée MG3. Celle-ci d'ailleurs pour l'occasion vu sa cadence limitée. En effet, les 1500 coups par minute de la MG42 n'étaient plus très utiles. Elle conserva tout de même la cadence honorable de 1200 coups par minute. Enfin, on a pu voir sur certaines photos la Bundeswehr équipée de l'I-Enfield numéro 4 ainsi que de fusils mitrailleurs Bren. Mais tout ceci changea en 1953 avec l'arrivée d'un certain G3, ce qui ravira l'armée allemande et laissa un goût amer à la FN Herstal. En effet, en 1953, la Bundeswehr émit le souhait auprès de la FN Herstal de produire le FN-FAL sur le territoire national sous licence, chose qui avait déjà été accordée à l'Angleterre. Mais malheureusement, l'Allemagne se vit refuser ce droit. Et donc, ne se laissant pas démonter, on décide de lancer un appel d'offres. Eckler & Co répondit donc à cet appel d'offres et présenta le G3. C'est un fusil d'assaut chambré en 7,62 autant, construit en partenariat avec le constructeur espagnol 7 mai. D'ailleurs, la culasse du G3 reprend le principe de la culasse de la MG42. Quand je vous dis qu'elle est merveilleuse cette arme, le G3 fut aussi converti en fusil mitrailleur, dénominé HK23 ou G8, afin de doter les unités d'un appui-feu plus léger qu'une MG3 avec ses 11,5 kg. Le MP2 vit quant à lui compléter sa dotation par le MP5, mais il n'était pas rare de voir encore des MP2A1 en 2015 lors de manœuvres. Et cela restera ainsi jusqu'en 1990. Le G3 a connu quand même quelques améliorations. En effet, le G3 adopté au début possédait des garnitures en bois et une poignée en bakélite. Ceci fut plus tard changé pour des garnitures en polymère verte, comme on peut le voir sur cette poignée. Il prit ainsi la dénomination de G3A3, ceci étant la version A2. Et enfin, une version A4 fut développée avec une crosse télescopique, afin d'équiper les Fallschirmjäger. En effet, les 1 mètre du G3 en font quand même une sacrément belle canne à pêche. En 1990, suite à l'effondrement du bloc de l'Est, la Bundeswehr, retenant les leçons du désastre que fut le projet G11, retenu 3 propositions afin de continuer à équiper son armée. Soit conserver le vieillissant G3, adopter les stocks massifs d'MPI K74 de l'Allemagne de l'Est, ou alors concevoir un tout nouveau fusil d'assaut. C'est cette dernière proposition qui fut validée et c'est ainsi que naquit le G36. D'une longueur d'1 mètre et d'un poids de 3,6 kg, le G36 utilisait enfin la cartouche de 5,56 autant. C'est d'ailleurs un véritable patchwork, les chargeurs sont tout comme sur le Sig Sauer 550 assemblables entre eux sans outils, et le système de culasse reprend le système de culasse de la R18, c'est-à-dire que ce n'est pas un emprunt des gaz direct. De plus, le G36 fut doté d'une crosse repliable sur le côté droit de l'arme,
arme afin de la rendre plus compacte lors du transport. D'ailleurs, cette arme possède l'avantage d'être totalement ambidextre, les sélecteurs se trouvent des deux côtés et le lever d'armement de façon médiane. Le G36 fut aussi équipé d'un bipied intégré afin de stabiliser le tir lors de longues séances d'utilisation. Mais le G36 mesurant lui aussi 1 mètre, il fut décidé de concevoir une nouvelle version suite à la demande des Fallschirmjäger, ce qui donna le G36K une version raccourcie aux normes carabine du G36, celui-ci adoptant un canon de la même longueur qu'un M4. En effet, cette arme était beaucoup plus facile à manier pour nos amis Fallschirmjäger qui avaient besoin d'une arme plus compacte. Celui-ci garde toujours d'ailleurs la crosse replayable sur le côté droit, le rendant donc extrêmement compact lors du saut et gênant moins notre ami parachutiste. Le P1 se vit lui aussi remplacé par une version de l'USP. Le P8, celui-ci utilisait une platine simple et double action, avec un levier de sécurité qui remettait en position 0 le marteau. De plus, celui-ci adopte un canon rainuré à la place du canon octogonal utilisé sur beaucoup d'USP. Le MP7A1 fut aussi adopté à cette occasion. C'est un PDW chambré en 4,6 mm qui a pour particularité d'avoir une munition qui possède une meilleure pénétration que le 9 mm Parabellum. La MG3, vieillissante et encombrante, fut remplacée par la MG4. Nous sommes toujours ici sur une mitrailleuse lourde, mais cette fois-ci chambrée en 5,56 autant, à la manière du M249 SAU. Et depuis, le G36 fut modernisé au fur et à mesure des demandes de la Bundeswehr, passant tout d'abord à la version A2, puis ensuite à la version A3 afin de s'intégrer dans le programme IZ. La dernière itération du G36 étant la version A4. Cela autant pour la version d'infanterie que pour la version courte. Le P8 fut aussi légèrement modifié en passant à la version A1 et le MP7A1 quant à lui reste en dotation. De plus, la Bundeswehr réadopta une nouvelle mitrailleuse lourde en calibre 7,62 autant, se basant plus sur le dessin de la MG4, dénominée MG5. Pour les MG c'est pratique, ça se suit tout le temps. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, la Bundeswehr a lancé un appel d'offres au début de l'année 2016 pour remplacer le G36 après ses 25 ans de bons et loyaux services. Le successeur de cette arme n'est pas encore connu, en effet, plusieurs fabricants d'armes sont encore en concurrence pour déterminer le nouveau fusil d'assaut de la Bundeswehr. Pour finir, les tireurs d'élite de la Bundeswehr sont dotés du G22, une version germanisée de la WS britannique. De plus, cette dotation se voit complétée par le G24 et le G25, des versions chambrées en 12,7 mm BMG de notre cher G22. Enfin, la Bundeswehr possède une version produite sous le territoire national du Barrett, le G82. Ils ont juste changé la première lettre. C'est très pratique. Les Allemands ne sont pas non plus en reste au rayon de leurs grenades. En effet, ils possèdent le magnifique GMG. Basiquement, c'est une mitrailleuse à 40 mm. C'est génial. Ils possèdent aussi le HK69, un lance-grenade standalone pouvant être utilisé directement par un fantassin sans l'avoir à adopter sur un fusil d'assaut. Les Allemands possèdent eux aussi un lance-grenade intégré au G36 dénominé AG36. Enfin, pour ce qui est du couteau de combat, la Bundeswehr a adopté le KM2000 produit par la firme Eichhorn Solingen. Et voici ce qui finit cette vidéo sur les bases du Reenact Bundeswehr. Vous avez maintenant en main toutes les clés pour vous monter une tenue de la Bundeswehr de sa création jusqu'à 2019 environ. Si jamais vous avez besoin de plus de pression sur certaines tenues, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai une joie de vous y répondre en vous apportant des éléments pour compléter cette tenue. Sur ce, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos de Soft News et surtout, ça fait plaisir d'en reprendre.